Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors nous avons vu avec la théorie de Dirac que on avait des difficultés avec les états d'énergie négative et que ceux-ci se réinterprétaient sans trop de difficultés en considérant une théorie multiparticule et que les états d'énergie négative conduisaient aux états de antiparticules, les positrons, qui sont effectivement observés. Donc, on a besoin d'une théorie à plusieurs particules. Et c'est quelque chose qui est naturel, puisque, par exemple, ne fût-ce que les photons, la lumière, on crée facilement des photons. Un simple fil chauffé produit des photons dans une lampe à incandescence. Et tout corps chaud émet un rayonnement infrarouge, par exemple à la température ambiante, et donc avec création de photons. Les photons sont également facilement absorbés. Alors les photons sont facilement créés et absorbés, détruits, parce qu'ils ont une masse nulle. Donc la moindre petite énergie peut servir à fabriquer un photon. C'est un peu plus difficile avec des particules comme des électrons, parce qu'ils ont une masse. Donc une énergie propre minimale, qui est égale à mc carré, environ 500 kV pour un électron, et donc il faut au moins avoir cette énergie pour créer une telle particule. Mais la recherche d'une théorie multiparticule est naturelle. Et on verra avec la quantification des champs que la quantification conduit à la quantification des excitations du champ qui correspondent alors aux particules et on est donc conduit alors naturellement à une théorie multiparticule. Avec en plus un nombre variable de particules, parce qu'on peut très bien utiliser l'équation de Schrödinger ou de Dirac pour décrire plusieurs particules, mais le nombre de particules il reste fixe, tandis que la quantification du champ conduit à un nombre variable de particules. De plus, le champ électromagnétique qui décrit la lumière et donc les photons était lui-même un champ, donc le quantifier est logique. Et toutes les particules quantiques ont une nature semblable. Elles sont toutes décrites par la même théorie, la mécanique quantique, et elles ne se différencient les unes des autres, les particules, que par leur masse, leur spin, leur charge électrique, par exemple. Et donc, elles sont décrites de la même manière, elles ont toutes une nature très semblable. Il est donc naturel aussi, pour d'autres particules que le photon, de passer à une formulation de type champ, avec quantification. Alors comment faire? Alors la mécanique quantique non relativiste obtient la quantification en partant des observables classiques qui sont promus au niveau d'opérateurs, même des opérateurs hermétiques. Et les crochets de poisson sont remplacés par les commutateurs. On adapte ça assez sans trop de difficulté à la mécanique quantique relativiste, c'est ce que nous avions fait. Les moments conjugués sont dérivés du Lagrangien, en prenant les dérivés par rapport aux vitesses. Et nous avons étendu ce formalisme lagrangien au système à nombre infini de degrés de liberté, comme les champs, avec les indices discrets qui distinguent les variables remplacées par un indice continu, la position, et le delta de Kronecker, par exemple, qui est remplacé par un delta de Dirac. Donc, nous allons généraliser, assez brutalement, cette approche, cette méthode, au cas où il y a un nombre infini de variables, méthode de quantification, sans trop nous inquiéter. Il faudra juste faire attention à certains aspects, comme par exemple l'invariance de Lorentz, qui doit être préservée. L'interprétation d'une théorie dépend fortement de sa dynamique. Par exemple, la formation d'états liés, comme dans les atomes, les interactions en général. Mais les équations en général, dans ce cas-là, ne sont pas solubles. On doit donc utiliser des méthodes d'approximation et c'est une difficulté majeure pour comprendre les théories parce qu'elles rendent plus compliquée la compréhension de la théorie.
les techniques dites de renormalisation nous apporteront un bon éclairage sur la mécanique interne de la théorie. On peut faire mieux en partant d'une construction axiomatique. Celle-ci a été initialement introduite par Whiteman, beaucoup développée depuis, et on part d'axiomes plausibles, et à partir de là, on utilise des outils mathématiques, qui sont d'ailleurs des outils extrêmement élaborés, très complexes, très sophistiqués. On étudie par exemple les fonctions de Green, leur analycité, leurs propriétés algébriques, les discontinuités. Donc on étudie tout ça en détail. On étudie les états asymptotiques jusqu'à aboutir par exemple à une théorie des collisions. Ou alors on part de la construction explicite des opérateurs tels que l'hamiltonien ou d'autres, et on étudie leurs propriétés spectrales pour analyser les états liés, etc. Alors cette approche, nous ne la suivrons pas, en tout cas au départ ici, comme base, d'abord parce qu'elle est extrêmement complexe, elle fait appel à des outils très difficiles, même si nous toucherons un mot des aspects tels que l'analycité, par exemple, et en plus, cette approche, malheureusement, n'est pas aboutie. Elle n'est pas complète. Les difficultés mathématiques sont énormes. Il y a même un problème mathématique à ce sujet, appelé problème de Young-Mills, et pour lequel, qui est un problème qui a été adapté sous forme d'un problème purement mathématique, et qui fait partie des problèmes du millénium, et pour lequel $1 million est offert à celui qui le résoudra. Donc, dire de la difficulté et de l'importance de ces travaux. Ici, nous suivrons une approche plus modeste, plus pédagogique, plus facile. C'est l'approche historique. Elle combine des intuitions physiques, des déductions mathématiques, afin de progresser dans la compréhension et la formulation de la théorie. L'avantage étant qu'on arrive à une théorie aboutie. Ici, on parle de théorie locale. Alors, la localité est profondément enracinée dans les théories, par notamment la relativité. Dans cette approche dite locale, on idéalise les mesures qui sont supposées, au moins en théorie, dans la formulation, pouvoir se faire dans des zones de l'espace arbitrairement petites. L'invariance de Lorentz et une version assez faible de la causalité implique automatiquement alors qu'il doit exister des observables locaux et que deux observables locaux qui sont séparés par un intervalle spatial, de type spatial, doivent commuter, peu importe l'ordre dans lequel on les effectue, ils sont causalement déconnectés. La vérification de la localité existe, mais elle est indirecte. On ne dispose pas d'appareil de la taille d'un atome, encore moins d'une particule. Donc on sonde la matière, les propriétés des particules, avec d'autres particules. Donc on fait des prédictions théoriques, on vérifie les résultats, c'est donc une vérification indirecte, mais cette vérification est quand même très poussée. Ainsi, dans les collisions, dans les grands accélérateurs de particules, on a pu sonder les propriétés des particules jusqu'à des énergies énormes, ce qui revient, en physique quantique, à des petites dimensions. Typiquement, les dimensions sondées, et donc la localité, est vérifiée sur des dimensions de l'ordre de h bar c, divisé par racine de s, où s est l'énergie du système dans le centre de masse. Avec les accélérateurs tels qu'on a atteint actuellement avec le LHC, par exemple, on sonde grosso modo des dimensions de l'ordre de 10 exposant moins 17 cm. C'est extrêmement petit. Il n'est pas dit que ce soit juste jusqu'à 0. Mais en tout cas, au moins pour les besoins, c'est largement suffisant. Donc, passons à la quantification d'un champ. Alors, considérons un champ, phi alpha, il dépend de la position, avec alpha, qui contient diverses caractéristiques, des caractéristiques internes, par exemple, telles que la charge électrique ou autre, ou divers indices,
indice de Lorentz ou indice spinoriel, et on considère ce champ libre, sans contrainte. C'est un premier pas. Nous verrons plus tard les interactions. On va aussi garder, au moins au départ, le cas du spin entier. 0, 1, 2, etc. Les spins demi-entiers demandent une attention particulière que nous verrons un peu plus tard. Dans pas très longtemps. On a donc une formulation lagrangienne. Lagrangien est donné par une densité de Lagrangien, intégrale de d cube Lx, pas Lx, pardon, L qui dépend des champs et de leurs dérivés, des phi. On définit les moments conjugués, pi alpha est égal à dl sur delta L sur delta D0 phi. Ce qui revient à dire, avec les dérivés fonctionnels, dl, la dérivée ordinaire de la densité dérivée par rapport à D0 phi. Ici, c'est simple. Et on remplace donc les crochets de poisson par des commutateurs. Et donc, la quantification se fait en disant que phi et pi, et donc le lagrangien, sont des opérateurs. Et on a les relations de commutation, phi alpha, pi bêta, égale i delta alpha bêta fois delta x moins y. Donc phi alpha de x et pi bêta de y. Et donc, alors on a ici également les commutateurs de phi et de phi égale 0 et le commutateur de pi et de pi égale 0. L'hamiltonien se décrit par l'intégrale d cube x de la somme sur alpha des pi alpha t0 alpha d0 phi, moins le lagrangien. On suppose qu'on a pu inverser la relation ici, de façon à pouvoir exprimer d0 phi en fonction de pi et de phi, et donc l'hamiltonien dépend de phi et de pi. Notons que, sous forme quantique, il peut y avoir des difficultés. Celles-ci sont de deux ordres, mais elles ne sont pas indépendantes. Elles sont liées. D'une part, il y a l'ordre des opérateurs. Dans quel ordre doit-on mettre les opérateurs? Ensuite, on multiplie les opérateurs au même point, en un point x spatial, ce qui peut aussi poser des difficultés. Un point aussi que nous n'avons pas éclairci, c'est quel est l'espace de Hilbert dans lequel opèrent ces opérateurs. L'espace d'état, quel est-il? Nous ne l'avons pas éclairci. C'est un point que nous devrons voir. Ici, avec les champs libres, c'est assez facile, nous le verrons. C'est assez facile de décrire l'espace d'état complet. Avec les interactions, les choses peuvent devenir beaucoup plus compliquées. On verra ça plus tard. Considérons qu'on a un seul champ, pour l'exemple, un seul champ réel, phi, sans indice alpha. Un seul champ réel phi, avec un lagrangien donné par un demi d phi carré, qui est la partie cinétique, moins v de phi. Un potentiel, v est considéré comme une fonction douce, éventuellement un polynôme par exemple, en général c'est souvent un polynôme. Et l'équation classique, d mu dl
sur D mu phi moins D1 sur D phi est égal ici à le D'Alembertien de phi plus dV sur d phi égale 0. C'est la solution classique, bien ici classique des équations lagrangiennes. Si le potentiel est quadratique, par exemple phi carré fois m carré demi, pour le potentiel, à ce moment-là, l'équation devient simplement D'Alembertien plus m carré fois phi égale 0, c'est-à-dire une équation de Klein-Gordon. Attention, l'équation de Klein-Gordon était vue comme que nous avions vu, était vue comme une équation de mécanique quantique relativiste. Et la fonction était donc une fonction d'onde. Ici, le champ phi est vu comme un champ classique. Par exemple, une fonction d'onde est toujours complexe. Ici, le champ peut être un champ réel, par exemple. C'est un champ classique. Le moment conjugué, pi, qui est dl sur d0 phi, est simplement donné par d0 phi, pour ce Lagrangien, étant supposé que le potentiel ne dépend que des champs et pas de ses dérivés. Et l'hamiltonien s'écrit intégrale d cube x 1 demi pi carré plus gradient de phi au carré plus le potentiel. Le 1,5 ne s'applique qu'à la partie des champs, qui est l'hamiltonien. Notons qu'ici, nous n'avons pas de problème avec l'ordre des opérateurs. Au moins, sur ce cas simple, ça nous simplifie la vie. On a des pi carrés, des delta phi carrés, donc peu importe l'ordre, pi avant pi ou pi avant pi, vous savez quand même. Donc l'ordre des opérateurs n'importe pas ici. On pourrait avoir des difficultés, et il y en aura, avec le fait que on multiplie les opérateurs, comme pi carré, en un point donné de l'espace-temps. Ici, voilà. Alors, l'hamiltonien qui est ainsi décrit est celui d'un ensemble d'oscillateurs harmoniques couplés. Les solutions des oscillateurs harmoniques sont bien connues, et donc cela va nous faciliter le traitement et le passage à la théorie quantique. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.